Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 11 janvier 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal pour traiter les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Comme d'habitude, on va attaquer sur les nouvelles où au programme on va parler de Powell, on va parler de Gemini et Genesis, et oui encore, mais il faut bien, du FUD autour de Binance et notamment son BUSD. Ensuite on ira faire un tour sur l'hécatombe qui continue malheureusement au niveau des licenciements avec Consensus et Coinbase, et on va refaire un petit tour de tout ça. Après, nous allons attaquer la partie technique dans laquelle on va regarder les mouvements que l'on a eu hier. On a eu pas mal de choses, et on commence à avoir enfin des indications au niveau du marché, au niveau de l'order flow. On va regarder tout ça. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir le contenu que je propose, c'est très simple, likez, partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec les nouvelles, avec le discours de Powell. Et oui, je vous en ai parlé, principalement, que on avait hier un discours de Powell qui pouvait bouger. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas, et comme on le voit en fait au niveau des différentes news que l'on a, il n'y a pas eu de commentaires, et pour avoir écouté l'ensemble du consortium, en effet, il n'y a pas eu du tout de commentaires sur la politique en cours de la Fed. Ça a été limite un sujet tabou, et ça a été d'ailleurs très intéressant de voir comment ils essayaient d'esquiver ça. Par contre, le compte-rendu de l'échange était assez intéressant, à savoir que tous les membres des banques centrales étaient présents, et on avait justement une discordance aussi sur la fonction d'un membre de la banque centrale, en tout cas du directeur et du rôle de la banque centrale. Par contre, il y avait un point sur lequel tous étaient d'accord, c'est la notion d'indépendance, et le fait qu'à un moment donné, les États devront accepter le fait que la BCE, que les banques centrales, et notamment la BCE et la Fed, étaient indépendants des États, et que la politique monétaire, certes, pouvait sauver à un moment donné, mais surtout à un moment donné, avait un prix, et c'est ce qui est en train de se passer. J'ai trouvé assez intéressant, quand même, comme discours, la façon dans laquelle ça a été effectué. On notera aussi que Powell, vers la fin, et la conclusion qu'il a effectuée, il a rappelé que il était important de garder le rôle de la BCE, et des objectifs, garder en tête les objectifs de la BCE, des banques centrales et notamment de la Fed, bien évidemment, pour l'inflation. Alors il n'a pas parlé directement d'inflation, mais voilà, il a dit que globalement il ferait tout pour arriver à régler, en tout cas à atteindre les objectifs que les banques centrales avaient, et notamment la sienne. Donc ça veut dire qu'on a quand même eu un coup de marteau sur ce qui va se passer par la suite. L'autre point intéressant, c'est que discrètement, lors des différentes questions qu'il y a eu vers la fin, il y a le point crypto qui est apparu en soum directement, avec une question notamment sur la régulation des cryptos, et on a parlé de FTX, et FTX dans lequel on a eu un magnifique amalgame, encore une fois, FTX égale crypto égale problème de régulation dans la crypto, alors que malheureusement la problématique elle est pas là, hein. La problématique elle est pas dans une notion de régulation. Pour rappel, FTX est statué, en tout cas FTX non US est statué aux Bahamas dans lequel ont leur propre régulation, et qui touche un certain nombre, en tout cas le reste du monde, en termes d'utilisateurs. Donc on se retrouve quand même dans quelque chose où ça sert à rien de vouloir réguler quelque chose qui pourrait aller ailleurs non régulé, qui est un petit peu ce qu'on est en train de voir actuellement avec l'agrément PSAN. Pour information, je vous invite à aller regarder la vidéo de Asher, la dernière, dans laquelle il explique très bien en 5 minutes le projet de loi qui est en train d'être voté à l'Assemblée, et qui est très important notamment pour nos acteurs français, pour les entreprises françaises qui veulent faire de la crypto, dans lequel ça risque d'être très compliqué par la suite, avec cet agrément PSAN, où dans tous les cas maintenant c'est plus un enregistrement PSAN, c'est passé à l'agrément, et malheureusement il n'y a personne qui a fait cette démarche-là et qui est capable de la faire, et c'est ce qui rend aussi la complexité du fait que ça devienne une obligation. Et quand on voit l'AMF qui dit qu'il se dirige vers ça, bon, il faut se poser des questions. Est-ce que le PSAN va changer, donc la difficulté de passer l'agrément va changer, ou est-ce que c'est encore un effet de manche pour dire, globalement, on ferme les portes, et il n'y a plus de crypto chez nous, parce que clairement, tout le monde va aller ailleurs où c'est moins réglementé, pour proposer de façon indirecte à la clientèle francophone, parce qu'il faut pas se leurrer, à l'heure actuelle, toutes les personnes qui ont été par exemple impactées par FTX, étaient sur FTX International, qui était aux Bahamas, qui était pas PSAN. Pareil, si on est sur des plateformes qu'on utilise pour le trading, elles ne sont pas forcément PSAN, et pourtant, en tant qu'utilisateur basé en France, on les utilise. Bon, voilà, il faut garder ça en tête.
En tête, nous avons jeudi, toujours jeudi, pas encore aujourd'hui, jeudi, nous allons avoir les IPC très important dans lequel on va avoir, je pense, un petit peu de mouvement. On a ensuite The Block et Gemini qui repart encore à l'attaque, dans lequel, dans une lettre ouverte, il demande le fait que le CEO de DCG, donc de Digital Currency Group, soit directement démis de ses fonctions, donc Barry Silbert, dans lequel il attaque très clairement avec des choses assez précises sur les fautes de gestion effectuées par le CEO et son manque en tout cas de réalisme quant à la situation de Genesis, et il repasse sur tout ce qui s'est passé avec 3ici, le fait que il y ait eu la mise en place et le choix de prêter à 3ici pour pouvoir racheter des GBTC pour ensuite les revendre. Voilà, globalement il y a tout ça qui est expliqué, et il termine en disant que de toute façon, dans tous les cas, là actuellement les choix qui sont effectués par DCG concernant Genesis ne sont pas les bons choix et entraînent justement tout le monde avec eux. Donc là après il faut prendre un petit grain de sel en considérant que Gemini a quand même 900 millions de dollars bloqués chez Genesis, que Gemini se fait attaquer par les retail présents dans son projet de earning, et à côté, forcément, on a Genesis qui a fermé les ports, dans lequel il n'a pas déclaré le chapitre 11, et dans lequel il dit, voilà, on est en cours de négociation, on fait des offres, on est en train de restructurer, tout va aller, vous inquiétez pas, on va gérer ça. Donc là-dessus, on a une opacité totale au niveau de Genesis, et je pense que c'est voulu et que ça continuera comme ça jusqu'au dernier moment, parce que il y a un certain nombre de choses qu'on ne veut pas éclater au public, chapitre 11 oblige. On continue avec cette fois-ci du bon gros FUD dans lequel on va attaquer le BUSD de Binance, de toute façon qui est sous les feux de la rampe, alors, pas forcément de la rampe, mais en tout cas sur les feux tout court, parce que tout le monde se dirige sur Binance avec son rôle sur FTX, donc cherche exactement ce qui peut être défaillant, parce que beaucoup pensent qu'on va avoir soit un nouveau Black Swan qui va être représenté par la chute de Binance, ou la chute de Grayscale, l'un ou l'autre étant suffisamment important pour potentiellement emmener le prix plus bas. Encore une fois, je mets un petit, je mitige tout ça en considérant que Binance c'est une chose, Grayscale en est une autre, et l'implication de la chute de Grayscale aurait un impact bien moindre que la chute de Binance. Néanmoins, Binance est sous un FUD général déjà depuis un certain temps, et ça continue avec notamment cette fois-ci le BUSD qui a attaqué, avec la possibilité que durant les années 2020 et 2021, il n'ait pas été PEG, et qu'il y avait un trou de 1 milliard de dollars. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on revient quand même sur du passif. Le but, très clairement, c'est d'attaquer la crédibilité de l'exchange et de ce qui a été donné, en montrant que, en effet, peut-être ils ne sont pas aussi réglo que ça. Là-dessus, il y a eu tout un post qui a été effectué sur Binance rectificatif avec l'ensemble des chiffres, dans lequel peut-être avec une conclusion qui d'ailleurs est assez extraordinaire, où oui, il y a peut-être des écarts au niveau des chiffres, mais dans tous les cas, ça n'a absolument pas impacté les utilisateurs, ils pouvaient faire des retraits, et il n'y a jamais eu de blocage de retrait. Donc j'ai bien aimé cette réponse en disant, bon bah de toute façon, oui, même si on a menti et qu'on n'était pas totalement back, c'est pas grave, vous inquiétez pas, dans tous les cas, les personnes pouvaient retirer. Enfin, en tout cas, on a assuré les retraits. Oui, alors je vous avoue que cette phrase-là, cette réponse ne me satisfait pas, et pour moi n'est pas forcément intéressante. Bon, le cœur du sujet, pour revenir vraiment, c'est est-ce que le BUSD était back ou non, et là-dessus il y a une dichotomie qui est effectuée, c'est entre le BUSD, le Binance USD, dans lequel on a derrière un backing qui est effectué en stablecoin, en USD, donc en dollars et en actifs qui sont équivalents, d'accord, et qui est majoritairement effectué par Paxos, et à côté on a le Binance PEG BUSD, qui lui-même est PEG au BUSD, qui est généré par Paxos. Mais donc, on a quand même un système de vase communicant. On a le BUSD, généré par Paxos, et à côté, on a le Binance PEG BUSD, qui est un stablecoin PEG au BUSD de Paxos. Ce qui peut porter à confusion, oui, et qui est très étrange comme montage, on pourrait tout simplement utiliser le BUSD tout court, celui qui est généré par Paxos. Pourquoi on doit faire autre chose dans lequel j'avais déjà fait un Twitter, dans lequel faites très attention au contrat que vous envoyez vos BUSD, parce que les BUSD de Paxos ne sont pas du tout acceptés par Binance. Il faut utiliser les BUSD, donc Binance PEG BUSD, donc qui est un BUSD, donc un stablecoin,
qui a le nom du BUSD, mais qui n'est pas un BUSD, parce que lui-même est un stablecoin basé sur le BUSD. Bon, voilà, ça fait partie des choses où on le sait déjà, mais on n'en parle pas assez à mon goût, et ça fait partie des éléments qui peuvent être gênants. Ensuite, nous avons, justement, une vague de licenciements qui n'arrête pas, hein. On a Consensus, très important, acteur important de la crypto, qui, justement, licencie 100 personnes, et ensuite, on a Coinbase, 950 personnes qui sont aussi dans le départ. Alors ça nous porte à 21 000 quand même le nombre de victimes de ce bear market en termes de licenciements, ce qui est quand même très important, mais somme toute quand on regarde un petit peu à la crise économique et ce qui est en train de se passer au niveau des GAFAM, on a quand même des taux de liquidation, de licenciements qui sont très importants sur les GAFAM, et quand on remet en fait à la totalité du nombre d'emplois en tout cas présents en crypto versus GAFAM, oui, ils sont moins impactés, mais forcément, on est logique, étant donné qu'on a aussi nos crises internes, parce qu'on n'a pas que la crise macroéconomique, hein. Pour rappel, nous avons eu Terra Luna, nous avons eu 3ici, nous avons eu Celsius, nous avons eu FTX, et tout ça ce sont des crises internes à la crypto, dans lesquelles on est uniquement impacté. Nous, et ce qui fait mal, très très mal, et justement, c'est le principe aussi de ce bear market dans lequel on va mettre au clean, en fait, on va nettoyer tout simplement devant notre porte, et on va nettoyer ce qui est en train de se passer, et ce qui s'est passé en 2020-2021 avec le bull market qui a entraîné certaines dérives, et là on a quasiment tout nettoyé, on a encore quelques pétouilles qui traînent à droite à gauche, mais de base on est plutôt bon. On va s'arrêter là, et on va attaquer la partie technique après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet, donc qui est un échange centralisé que j'utilise déjà depuis un certain temps, qui a une volonté de croissance qui est très forte, qui continue en bear market de recruter et de gagner du terrain contrairement à d'autres exchanges, et on retrouve quelque chose qui est très performant en termes de liquidité, au niveau des futurs, au niveau du spot à 0 frais, du copy trading très intéressant aussi qui fonctionne bien. Je vais vous faire aussi des vidéos dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a du earning, on a absolument tout, et c'est sans KYC avec une limite de 20 BTC par jour, ce qui est colossal. À côté, on a un proof of reserve qui est plus que correct, avec un hachage Merkle qui a été mis en place, un des premiers à avoir été fait. On a 244% de réserve, et on se retrouve quand même avec des ratios qui sont juste colossaux, avec 200% sur les USDT, ça veut dire qu'ils possèdent 244% de la valeur déposée des utilisateurs. Donc là, on est quand même vraiment dans un niveau, au niveau de la proof of reserve, qui est très conséquent, et dans tous les cas, on se retrouve sur un produit qui, en lui-même, ne cesse d'évoluer, qui a une volonté de devenir leader, ou en tout cas d'être numéro 2, et qui se donne les moyens de le faire, et c'est intéressant de le voir. Donc si vous cherchez une plateforme pour vous diversifier, ou une nouvelle plateforme de trading, n'hésitez pas à essayer BitGet. Avec mon lien, vous avez moins 10% sur les frais, et vous avez des bonus jusqu'à 8000 $, avec l'utilisation du lien qui est en commentaire et en description. Et on reprend la vidéo tout de suite. On commence avec nos rappels habituels de notre hypothèse héliotiste. Vague 1, 2, 3, 4, 5 terminés en avril 2021. Nous sommes actuellement dans un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension, donc nous sommes dans la fin d'une schématique héliotiste long terme, dans laquelle on va attendre cette fin, à savoir qu'on se retrouve aussi dans une réaccumulation de week-off en buying climax, automatic rally, secondary test, sign of weakness. On est actuellement dans le sign of weakness, le secondary test ayant pris la liquidité du buying climax. À ce moment-là, on se retrouve bien dans une réaccumulation, donc pattern de week-off qui a tendance à être très très bullish. Alors, pour l'investissement long terme, on se trouve en dessous du 618, au-dessus du 786, nous sommes dans une zone de rechargement long terme sur cet actif, donc si on a une stratégie de DCA, c'est intéressant. Alors, dessus, je vais répondre à un commentaire, et d'ailleurs, je pense que je ferai systématiquement ça, je sélectionnerai un commentaire, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, et j'y répondrai dans la partie technique, ou en tout cas actualité, en fonction du type de commentaire qui sera sélectionné. On m'a demandé pourquoi le Fibonacci, je le posais de 0 à ATH, et pourquoi je ne prenais pas le top de la 1 pour reprendre l'ATH. Parce que tout simplement, ça c'est un Fibonacci qui est basé sur l'ensemble du mouvement de BTC, donc qui n'est pas lié en tout cas au cycle actuel du BTC, mais qui est lié sur la totalité du cycle du BTC pour poser et répondre à la question, est-ce que nous sommes dans une zone de rechargement long terme, non pas de ce cycle-là,
mais au niveau de l'investissement long terme BTC. Ça veut dire que je prends l'ensemble du mouvement et dans lequel nous sommes en dessous du 618 sur la totalité de ce mouvement-là. Ça veut dire que nous sommes actuellement dans une zone de rechargement long terme sur le BTC, peu importe l'état du mouvement où on se trouve. Je ne suis pas dans la recherche d'une zone de retracement, je suis dans la recherche d'une zone de rechargement long terme d'un actif sur de l'investissement long terme. Voilà. Donc, nous sommes dans cette zone dans laquelle on peut avoir une politique de décès. Il faut bien prendre en considération qu'on a plusieurs zones importantes dans lesquelles on peut aller chuter. 14 800, pardon, les 14 000 le top de la 1, et bien sûr les 10 000 que tout le monde attend, en tout cas beaucoup de personnes, faites très attention aussi à attendre ces 10 000 et les 3 000, parce que je sais qu'il y a en tout cas deux politiques dessus, les 10 000 et les 3 000 qui sont très attendus, faites très attention dessus, n'attendez pas trop, dans le sens où vous ayez toujours une construction de l'exposition, de façon à ce que vous n'ayez pas ce sentiment de FOMO à partir du moment où le train partira, si jamais on ne va pas chercher les 10 000 et les 3 000, les certitudes, c'est toujours le pire, on fait très attention, on trade ce que l'on voit, non pas ce que l'on croit, donc on fait attention dessus. Autre point, nous avons toujours notre divergence ici haussière en weekly, qui est quand même très présente, très forte, qui nous indique que potentiellement dans cette zone d'accumulation qui est propre au sign of weakness, nous allons avoir un départ. On va juste revenir sur, du coup, cette fois-ci, un retracement de Fibonacci qui se base sur le mouvement du bull run qu'on a eu, donc le cycle actuel. Donc je prends le lower de la 1 et je vais chercher le top ici présent de la TH, donc le top de la B avec l'extension que l'on a eue, et en effet on est sur le 786 qui est la réflexion de la personne en commentaire, dans lequel oui nous sommes dans une zone ici de rebond intéressant de retracement, qui n'est pas en fait la réflexion quand je présente ici l'investissement. Alors on va zoomer dans cette partie là, dans la partie basse en bas à droite, dans laquelle nous sommes dans le sign of weakness ici. Dans cette partie-là, nous avons toujours cette belle accumulation que nous avons depuis un certain temps, depuis notamment juin, en selling climax, automatic rally, secondary test, cassure baissière avec un élément marquant FTX dans lequel on est allé chercher le STB, donc c'est-à-dire la liquidité du SC, donc on est sur quelque chose de classique en termes d'accumulation de coffre. L'élément important, c'est qu'on commence à avoir la mise en place d'une divergence baissière sur la partie basse de ce STB, dans lequel on voit bien ici, au niveau de la première accélération, deuxième accélération qu'on est en train de construire, on a la mise en place d'une divergence qui n'est pas encore activée, parce que ici, nous sommes toujours sur une accélération, donc on peut avoir une construction continuelle du momentum, ici, qui pourrait se faire jusqu'à travailler des zones importantes, sans forcément casser ici, et valider à ce moment-là la divergence. C'est juste qu'il faut la noter, parce qu'il y a plusieurs autres éléments qui nous donnent à penser que on est en train de partir sur une politique de short, et on va le voir petit à petit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, oui, on a des signes, mais ça n'empêche qu'on continue à pousser. Pour rappel, aujourd'hui, enfin hier plutôt, nous avons eu cette accélération, encore une fois, dans lequel on a recassé un ATH, et sur lequel on a, cette fois-ci, en 1 heure, la mise en place aussi d'une divergence. Donc on se retrouve quand même sur une divergence en daily, d'accord, qui est présente, non activée, une divergence ici, forte en 1 heure, donc à ce moment-là, dans le mouvement, dans le petit mouvement, nous avons une divergence qui nous permet de nous dire que potentiellement on a une perte de momentum, donc ça veut dire une perte d'accélération au niveau des prises de position effectives qui sont en train d'être effectuées, ce qui est normal étant donné que nous sommes en train d'arriver dans une zone de rechargement de short long terme pour une continuité baissière pour toujours aller chercher notre OB1, d'accord, imbalance et OB, moi j'ai toujours cette target là, et donc derrière, c'est ce que je vise ici. Donc là on est en train de continuer à travailler l'accélération haussière, mais on a des pertes, on fait toujours des petits short squeeze, parce qu'on a toujours des personnes qui sont en train de se positionner légèrement en short, et ce qui va être le cas plus on va avancer. Alors ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'on va prendre, hop, le mouvement total effectif de cette chute, nous sommes en train de nous diriger doucement mais sûrement vers le 618, zone de retracement, dans lequel on peut avoir une petite extension avec une petite mèche pour moi, pour aller chercher l'OB qui se trouve là, à savoir que l'OB réellement commence au niveau du 618, étant donné que nous avons une petite mèche ici, c'est moi qui ne l'ai pas forcément tracé totalement, parce que je voulais vraiment séparer entre les deux OB, parce que pour moi ils n'ont pas forcément la même vocation. On a un qui est réellement une zone de consolidation smart money qui est ici, donc au-dessus du 618, et l'autre qui est une zone de rechargement short qui se trouve là. Et chose qu'on commence d'ailleurs à voir
au niveau de l'order flow, donc on va regarder tout de suite au niveau de l'order flow, vous allez voir que, en effet, ça se voit, parce que on a une augmentation, ça y est, de l'open interest. Je vous avais dit que le fait d'avoir un open interest qui baissait comme ça, alors qu'on avait un cours qui montait et que on avait quelque chose qui était plutôt flat de tous les côtés, en tout cas au niveau de la position des top traders de BTC, ça voulait dire que on était plus sous une forme de distrib et qu'on n'avait pas forcément de liaison, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose qui partait à la hausse. Au niveau du cours, au niveau des positions, on n'avait pas d'open interest qui diminuait, on était plus sous une forme de distribution effective, donc là il fallait faire attention, surtout qu'on avait une différence entre le CVD spot et le CVD perp, dans lequel, quand on a une différence qui est en train de se faire de cette façon-là, avec un CVD spot qui est flat et le CVD perp qui est en train de pousser, où on pourrait se dire qu'on est en train de consolider le prix pour faire une distribution en spot, chose qui pourrait arriver et qui pouvait justement être le cas. Donc pour rappel, nous avons une divergence baissière en 1 heure et en 4 heures, une sur le mouvement, celle de 1 heure qui est sur le mouvement d'accélération court terme, celle en 4 heures qui est sur le mouvement global, et à côté on commence à avoir une construction de l'open interest qui est en train de se faire, avec derrière une diminution des positions, de la taille des positions top trader des longues, pour une augmentation des shorts, donc ça veut dire que là, on est en train de construire quoi? On est en train de construire du short. Qu'est-ce qui se passe ici aussi sur la totalité des comptes? Hop, on refait sur la totalité des comptes. On a eu un cross, ça y est, dans lequel on a un maximum de shorters, en fait. Ça y est, les shorters sont en train de reprendre le dessus sur la totalité des comptes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à avoir un momentum qui est en train de se créer comme ça sous-entend aussi qu'on va appuyer fortement. Donc, il y a de grandes possibilités de continuer un petit peu à la hausse pour renforcer ce mouvement, encore, pour aller chercher pourquoi pas 618, aller chercher un petit peu plus haut, toujours cet order block ici très important, dans lequel on pourrait après avoir une distribution et casser baissier. Là-dessus, le signal qui va être réellement donné, ça va être au niveau de l'order flow dans lequel on aura une augmentation de l'open interest avec une augmentation drastique des positions short sur la totalité des comptes. Si on n'a pas de divergence, ça veut dire qu'on a un mouvement et en tout cas un accord qui s'est effectué sur l'ensemble des personnes. À savoir que cet accord, généralement, ne dure pas longtemps. Ça sous-entendrait aussi que oui, on aurait une cassure baissière, mais que potentiellement la cassure baissière n'irait pas chercher, justement, ce lot-là, n'irait pas chercher là. Il irait potentiellement chercher ici les longues qui sont en train d'être construites pour repartir à la hausse. Là, il va falloir vraiment surveiller. C'est-à-dire que si on a vraiment ici tout le monde qui se met d'accord, le marché n'aime pas quand tout le monde se met d'accord, donc à ce moment-là, on aura certainement un retravail du cours qui s'effectuera pour repartir à la hausse et prendre tout le monde à contre-pied, mais là, on n'en est pas là, on est toujours dans la mise en place de ce qui est en train de se passer, donc il va falloir être patient. Alors oui, on a des accélérations, mais encore une fois, il faut être calme. Au niveau de la volatilité, on voit que c'est encore tout faible, hein. Là, il n'y a rien vraiment qui se passe. Pour rappel, là, on est dans la volatilité 24 heures, donc c'est la représentation de la volatilité sur 1 heure, en tout cas sur une bougie d'une journée, sur une bougie d'une journée quotidienne, et on voit qu'on est toujours dans un niveau très flat, hein, où on n'a toujours pas reparti à la hausse. Quand on voit la volatilité réellement quand elle part, bon, on a une bougie totale qui repart. Là, ce n'est pas le cas, donc on est dans quelque chose où on est à court de liquidité, faible main, donc il faut vraiment être patient, et dessus, quand on aura une explosion, on l'aura réellement, et on le verra vraiment sur la volatilité. On va terminer sur un point macro dans lequel le DXY nous a fait 2 petites bougies toutes moches, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, où on voit qu'on a une contraction réelle du cours parce qu'il n'y a rien, ce qui m'amène à penser qu'on attend vraiment un élément catalyseur, qui est l'élément catalyseur certainement de jeudi, avec la clôture globalement de l'inflation sur l'année 2022, et donc à ce moment-là on va préparer 2023, si jamais on a vraiment un décembre qui est très propre et dans la continuité de ce qui est attendu, à ce moment on va avoir une réaction haussière forte au niveau du Nasdaq et du SP500, et donc une continuité baissière. Continuité baissière, on rappelle qu'on a la target ici qui est à 101, 102, la 272 de continuité baissière, dans lequel on a en plus un énorme support qui est porté principalement par un énorme pullback qui avait été effectué à ce moment-là, donc on irait chercher une continuité de recherche des, en tout cas des éléments ici, hein, donc ça veut dire aller récupérer toutes ces liquidités qui sont en attente au niveau de la montée très très forte du DXY. On a
toujours cette petite divergence qui est, somme toute, présente, qui est plutôt en longue, dans lequel on aurait quelque chose qui aurait tendance à nous dire qu'on va aller retester plus haut. On sait qu'à un moment donné, on va aller retester plus haut, on sait qu'on va aller retester deux possibilités. Soit on va retester le 109-110, soit on va retester là la zone de compression qu'on est en train de faire, 105. Donc pour retester 105, ça sous-entend qu'on s'enfonce à 101-102, pour retester 105, pour faire une continuité baissière, d'accord? Donc là-dessus, pour moi, j'ai pas de peur sur une continuité du dollar, en tout cas une baisse du dollar index pour aller chercher des targets beaucoup plus basses avec le 94 ici où on a une grosse zone de ranging dans lequel on a beaucoup d'accumulation qui s'est effectuée, donc une zone en tout cas de retravail au niveau d'OB, donc qui serait logique en tout cas pour moi pour une continuité baissière long terme, ça veut dire retravail, continuité baissière, retravail, chute, soit ici retravail, on va chercher les 110 et on va se renfoncer pour aller retravailler dans la zone là. Donc là encore une fois, c'est une projection sur le long terme, c'est un petit peu ce qui est en train de se montrer. Au niveau technique, on a vraiment l'impression d'avoir une validation de reversal. Je pense qu'on aura dans pas si longtemps que ça un retest, et le retest nous permettra d'être sûr et certain. Ensuite, nous avons le Nasdaq dans lequel, pareil, on a eu une bougie qui était somme toute assez bullish, mais qui n'a pas clôturé au-dessus de l'accélération haussière précédente. On est toujours dans cette sortie ici de compression dans lequel on a attendu et on est en train d'attendre. On voit qu'on a quand même quelque chose qui est plutôt intéressant sur le Nasdaq qui, de base, sous-performait quand même pas mal, notamment le SP500, dans lequel on voit que on a quand même quelque chose qui essaie d'amener vers le haut. On aurait aimé justement une cassure ici de cet equal high, on a pris la liquidité de l'equal high sur la journée justement de lundi, mais on n'est pas allé construire dessus, on aurait aimé construire dessus pour se dire qu'on pouvait aller combler une partie de l'imbalance qui se trouvait là, pour aller rechercher les 11 600, pour pouvoir se dire qu'en effet on pourrait continuer à la hausse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas sur le Nasdaq, mais on n'oublie pas, le Nasdaq est toujours en sous-performance par rapport au SP500 depuis la mise en place de cette crise. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au niveau du SP500, on voit que on a eu une très belle bougie, pareil, qui est en cours d'invalidation de la bougie précédente, qui était une bougie plus ou moins d'incertitude, dans laquelle on est en train de construire. Construire, pareil, pour moi la target va être la target des 4000, pour combler une partie de l'imbalance, et aller se confronter aux 4000. Est-ce que derrière, on va avoir la nouvelle qui va être suffisante demain pour nous faire break et aller faire un plus haut? C'est un petit peu ce qu'on attend. Si on prend un petit peu de recul, hop, on irait justement chercher ici la trendline baissière, l'imbalance qui se trouve là, valider un break-off structure qui serait très intéressant avec, si jamais on casse là, c'est sûr et certain qu'on aurait beaucoup de chartistes qui vont acheter, et donc derrière une accélération haussière. Et est-ce qu'on irait casser ce break-off structure ici en allant casser les 4100 points? Est-ce qu'on va aller casser les 4100 points derrière, en fonction de ce qui va se passer? Je pense qu'on aura un appui massif sur l'achat, si jamais les chiffres sont positifs, et qu'on break justement la structure baissière que l'on porte depuis un certain temps. Pour rappel, hop, là, on voit bien qu'on a une structure baissière très très forte. Là, on a un rebond dans lequel on va aller faire un retest, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Est-ce qu'on va sell ce retest ici? Est-ce que la news fondamentale ne va pas être suffisamment bonne pour se dire que l'inflation chute? Donc à ce moment-là, on aurait une cassure réelle, baissière, si jamais ça déçoit le marché. Si par contre on est dans quelque chose qui va dans la continuité et qui surperforme ce que le marché attend, bon, là on aura un break, et puis le break pourrait être une politique de retournement dans lequel on pourrait dire qu'en effet, on est en train ici d'avoir un système dans lequel on aurait un break of structure, ou on aurait un retest par la suite, ce ne serait pas un souci, mais on aurait une forme d'invalidation réelle et de retournement, pattern qu'on retrouve de toute façon, même en weekly. Ici, on pourrait très très bien voir que si jamais on fait un break of structure ici, beaucoup de chartistes vont acheter ça, parce que là on est sur un W weekly dans lequel on a un break de ligne de coup. Donc on irait chercher ça. Et derrière, ce serait la validation aussi, par contre, d'un point de vue plus smart money, de l'accumulation qui a été en cours ici dans cette zone-là, accumulation en cric baissier, dans lequel on a eu un retest et une accélération haussière, qui n'est pas encore validée, parce qu'on n'a toujours pas fait de break-off structure, donc derrière, ce qu'on attendait, c'est un break-off structure validateur, pour avoir un retest, et pour se dire que, en effet, on a bien validé cette partie-là, et il va falloir juste, comme d'habitude, être patient.
Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.